mes premières expériences professionnelles, j'ai tout de suite, été, baignée dans le bain digital, comme, une bonne partie des millennials, comme moi, je pense. J'ai donc rapidement perçu la puissance, et l'information que pouvaient nous délivrer les données et les analyses que l'on pouvait en ressortir. Que ce soit les données de navigation sur le site internet, les données de billetterie ou encore les données démographiques, nous avons à présent la possibilité, de combiner ces données pour en tirer le meilleur enseignement et améliorer nos stratégies marketing. Les défis principaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme l'a dit, la ministre plus tôt et ce qui est très à la mode en ce moment, c'est réellement la découvrabilité des contenus, l'amélioration, de la pertinence, des actions marketing, notamment dans le climat actuel qui nous impose une meilleure gestion budgétaire, au niveau marketing. Ce que l'on doit garder en tête, et pour moi ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas seulement il y a plusieurs échelles en fait, d'utilisation de données. On peut mettre en place des actions, à échelle, réduite, qui auront un impact tout aussi fort, sur le développement d'audience et sur la découvrabilité des contenus. Voilà. Le projet, dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, la Data Coop Culture. C'est un projet, avec lequel nous collaborons, pour lequel nous collaborons avec, une coopérative de médias culturels qui s'appelle Culture Cible. Heu, Nous collaborons avec Culture Cible sur ce projet ambitieux, qui a pour but de mettre en place une coopérative de données. C'est un projet, assez innovant, voire, inédit, dans le secteur culturel au Québec. L'objectif principal est d'unifier les données du site internet et les données de billetterie et de les mutualiser avec d'autres acteurs du secteur culturel afin d'en tirer le meilleur bénéfice. L'objectif principal, c'est bien sûr d'augmenter la visibilité de l'offre culturelle en ciblant de nouveaux publics et de diminuer le budget publicitaire des entreprises culturelles. Les axes forts, qu'on peut en ressortir, c'est réellement la consolidation de données. On peut relier un visiteur d'un site internet avec un acheteur, l'utilisation d'un référentiel commun de l'offre culturelle, que nous mettons d'ailleurs en place avec l'aide de Synapsec, le partage, de données à vocation marketing entre les organisations culturelles. Si je peux vous donner un exemple concret, dans la mesure où c'est assez innovant, c'est vrai on peut avoir un peu de mal à comprendre exactement de quoi il en retourne. On prend l'exemple en fait, du Festival international de jazz de Montréal. Leur site internet attire chaque jour des centaines, voire des milliers de visiteurs. Ces mêmes visiteurs se retrouvent quelques jours plus tard sur des sites de médias locaux d'information culturelle. Pour autant, si le visiteur du site du Festival de jazz de Montréal est allé voir et s'est renseigné sur un concert de jazz, il a également pu lire des articles, sur les activités à faire en famille avec des enfants sur le site de médias. Grâce à la Data Coop Culture, à cette mutualisation de données, chaque organisation culturelle membre pourra avoir cette information et pourra avoir des données enrichies. C'est-à-dire que le Festival de jazz de Montréal aura comme information que cette personne est intéressée par un concert de jazz, mais également par les événements en famille. Ce qui améliorera grandement le ciblage marketing qui est fait de cette personne, le contenu qu'on lui soumet également, euh, et, euh, les lieux où on peut le retrouver. C'est-à-dire quels sont les sites de médias qu'il fréquente, quelles sont les autres organisations culturelles qu'il fréquente également. C'est un projet qui a déjà été mis en place dans le monde du tourisme à Montréal par l'entreprise Tourisme Montréal et qui porte ses fruits. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, grâce aux données, on peut complètement changer la manière dont on aborde le public. Moi, personnellement, je suis quelqu'un d'assez éclectique. Je ne suis pas abonnée dans une salle de spectacle. J'aime aller dans plusieurs salles et je vais pouvoir un soir aller voir un concert symphonique, le lendemain aller voir un concert de rap ou un concert de jazz. L'avantage, ces informations-là, pris séparément, font de moi une personne qui n'est pas la même dans chaque salle de spectacle. Lorsqu'on les regroupe et qu'on les mutualise, on peut voir la puissance et on peut mieux comprendre réellement ces publics. C'est vraiment ça la force de la coopération et de la mutualisation de données dans les actions marketing. Voilà pour moi.
Fantastique, merci beaucoup. C'est très intéressant de mettre toutes nos informations ensemble de façon à permettre une bien meilleure navigation pour notre auditoire. Et comme vous dites, ceci est un projet qui est encore en planification, en création. Alors, lorsqu'on reviendra aux questions, j'aimerais bien en savoir davantage sur quels seront, selon vous, les impacts et comment ceci va vraiment changer la donne pour le secteur. Merci beaucoup. Maintenant, pour continuer, Raoul, si vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de vous. Hi guys. Bonjour tout le monde. Raoul Ramos d'Espagne. J'ai un petit cabinet de consultation. Nous travaillons avec de grandes institutions, petites, moyennes, passant par musées, orchestres, institutions publiques, troupes de théâtre et réseaux. Aujourd'hui, nous allons parler. Laissez-moi partager mon écran, voir si je peux le faire. Je ne sais pas. Now, it's looking good. We can see it. Marvelous. Can you see? Okay. So Alors, I want to talk about je veux parler de la participation de l'auditoire et les données et l'introduction d'un programme artistique. Alors, lorsque l'on parle des données en tant que facteur de changement, bien souvent, il est bon, lorsque l'on pense à un changement, d'établir un prototype ou de faire un projet à petite échelle et ensuite passer au grand changement. Et durant cette période médiane, on doit valider cette exploration de façon à pouvoir la consolider à la suite, peut-être avec un peu plus de force dans le futur ou de façon plus ample. C'est ce que l'on a essayé de faire avec avec l'Orchestre national d'Espagne. Nous voulions fournir autre chose, quelque chose au-delà de l'échange artistique. Dans les mots de l'ancien directeur de l'orchestre, il voulait transformer les concerts en expériences et d'assister en particulier dans le secteur avant et après, non seulement de créer une meilleure communication, mais en termes de programme également, d'offrir des raisons de contextualisation et de création de sens pour différents auditoires. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Nous avons pensé à 4 différents formats de concerts, disons différents du concert traditionnel. Alors, voici ce que l'on a fait. On a fait des mini-concerts, des concerts de 15 minutes, en direct, style jeux vidéo, des galas de présentation, mais nous allons parler de la série de concerts découvertes. Cette série de concerts était 4 jours durant toute la saison, des concerts plus courts avec une petite introduction, des aspects audiovisuels, une narrative, ensuite le concert et ensuite une rencontre avec les musiciens, un concept très simple, rien de nouveau, quoi. Mais c'était quelque chose de nouveau pour l'Orchestre national d'offrir ces formats pour un auditoire différent. Maintenant, quel était l'objectif? Nous voulions attirer de nouveaux utilisateurs plus jeunes. Nous avions très peu de données. Nous savions que la moyenne d'âge est environ 63 ans. La moyenne d'âge. Nous voulions donc également essayer de comprendre l'impact de ces concerts, de ces nouveaux formats au niveau émotif, intellectuel, etc. Alors, c'était les objectifs généraux d'attirer des parents avec des enfants plus jeunes, d'offrir une image différente de l'Orchestre national, une image plus accessible et que ces personnes reviennent ensuite pour un deuxième, troisième concert. Nous voulions mesurer les données parce que combien de fois, la question, je la pose à tout le monde, combien de fois est-ce que l'on établit de nouvelles initiatives
Et par faute de mesurer les données, on n'est pas certain de pouvoir les défendre dans le futur au niveau des budgets, au niveau des conseils, etc. Alors, on voulait mesurer les données. Vous avez ici toute une série de choses que l'on voulait mesurer. Et nous avons inclus, comme vous voyez, l'aspect émotif, la capacité immersive, cette méthodologie de Wolfbrand. Alors, c'était les concerts, 3 parties, une brève introduction, une narrative sur l'histoire derrière la musique, le moment de création de la musique. Et en parallèle, nous avions un atelier. Donc, si vous aviez un billet pour ce concert découverte, vous aviez droit à un atelier organisé pour les enfants avec des professionnels introduisant le même concert auquel vous étiez. Donc, des idées simples, participatives. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Nous avons mesuré les résultats. Nous pouvons voir que dans les concerts traditionnels, seulement 11 avaient moins de 44 ans. Et nous étions au double de cela. L'âge moyen, qui était 60, près de 61 ans, on pouvait réduire de 10 ans. On offrait... Il y avait seulement 16 des personnes qui allaient au concert traditionnel avaient des parents, avaient des enfants et on était presque au double. Nous avons également atteint ceci. Combien de personnes n'étaient jamais allées à un concert de musique classique? 0,5 traditionnellement. Alors, et nous étions à 10 La première fois, un concert de l'orchestre, c'était à 1 et nous étions à 11 Donc, on arrivait à comprendre que ces formats fonctionnaient bien. Maintenant, 4 ans plus tard, nous avons un programme d'abonnement pour ceux-ci et nous avons 700 abonnés au niveau de l'Orchestre national pour ces concerts. Et c'est maintenant devenu une façon durable de valider une nouvelle idée. Voilà. Fantastique. J'aime beaucoup le fait que nous avons entendu parler de la découverte de données, maintenant les données pour développement de nouveaux produits, création de nouvelles expériences. Et c'est très intéressant parce que c'est d'utiliser les données à ce moment. Et les données sont la différence entre faire de nouvelles choses et vraiment des choses qui sont faites avec un suivi. Merci, Raoul. Maintenant, Gemma, je vois sur mon écran, je me vois moi-même et c'est un peu étrange. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais bon, on va essayer de continuer parce que je crois que Gemma a également une présentation PowerPoint à présenter. Alors, Gemma, de nos collègues en Grande-Bretagne. Alors, allez-y, je vous donne la parole. Gemma. Si vous pouvez nous parler de l'utilisation des données pour la démocratisation. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez. Anne, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci. Alors, je suis Gemma Thomas. Je suis directrice d'un projet qui s'appelle Appetite. Donc, c'est au nord de l'Ouest Midland en Angleterre. Alors, je peux vous en parler un peu davantage parce que c'est important pour les données. Nous sommes un endroit de personnes et d'espaces créatifs. Alors, ici, c'est sur le site web du Conseil des arts qui est co-fondateur. Alors, c'est pour des personnes, des espaces où l'art et la culture est vraiment sous la moyenne nationale. To start a funding stream. So the Departments of Culture, Media and Sport do a regular survey. It changes names and I think it changes shape, but in 2011 they'd done something called Taking Part. And they
found that there was big inequality in access to arts and culture, so they wanted to look at that. Donc, ils ont voulu regarder ça de plus proche, et c'est là que Creative Peoples and Places est né. À l'époque, c'était quand même assez risqué parce que on avait une approche complètement différente du standard, et ils nous demandaient de faire de la recherche aussi pour appuyer notre initiative. Donc maintenant, on a un programme d'expansion. Newcastle également, parce qu'ils étaient dans le percentile en bas de 33% d'engagement. Donc, voici le projet sur échelle du Royaume-Uni. Donc, pour débuter, il a fallu qu'on trouve une réponse à ces trois questions. Combien, est-ce qu'il y a plus de gens des endroits où il y a le moins d'engagement qui sont inspirés par les arts et les cultures? Et jusqu'à quel point l'aspiration vers l'excellence et l'excellence de processus pour engager des communautés est atteinte? Et quelles ont été les approches qui ont fonctionné? Alors, notre programme vise vraiment à partager l'apprentissage entre nous pour qu'on puisse vraiment le répéter et l'amplifier. Alors, notre consortium regroupe différentes organisations. À l'époque, on était financé par le Nuvik Theatre, et puis il y a d'autres participants, donc Arts Council England, Kids Grove, Keele University, Newcastle et une couple d'autres organisations qui avaient les mêmes objectifs que nous. Donc, notre but, c'est d'aller rejoindre davantage de gens dans le Stoke-on-Trent pour qu'ils puissent vivre les arts, être inspirés par les arts. Donc, Stoke-on-Trent, c'est une région qui se situe dans le nord-ouest des Midlands. Et donc, c'est une région qui est caractérisée par un gros héritage patrimoine industriel et de poterie en particulier. Et c'est une région qui a été frappée durement par le chômage. Lorsque les mines ont fermé, l'extraction minière s'est terminée. Et donc, elle a été considérée la ville la plus peuplée par la classe ouvrière. Donc, ça, c'est un peu pour vous donner le contexte. Notre motto, c'est d'inspirer les gens et de coproduire avec eux et de façonner l'espace. Donc, on veut vraiment pousser les gens à prendre des actions et à continuer à être sensibles aux arts, donc à plus long terme. L'idée, c'est de développer un programme, et ça peut partir d'individus dans la communauté ou ça peut être des groupes qui initient le programme. Et puis, le placemaking, c'est particulièrement important pour une place comme Place on Trent pour les sensibiliser à l'art et également pour les gens, les touristes qui peuvent venir visiter ces régions. Donc, d'abord, il s'agissait de comprendre la conformation locale. Alors, pour que je puisse comprendre c'était quoi mon expérience par rapport à la ville et comprendre quels sont mes préjugés peut-être ou mes biais parce que je vis dans la région. Donc,
Les données étaient déjà disponibles sur le site. On a vraiment voulu comprendre si c'était la réalité que les gens qui vivaient dans la région percevaient réellement. Donc, pour comprendre où les gens, où l'audience était située, on a utilisé ce qu'on appelait un mosaïque. Donc, toutes les organisations utilisaient ce mosaïque parce que c'est important pour nous de comprendre quel genre de personnes on veut engager et ce qui a été fait dans le passé, et donc pour voir quel est le point de départ et voir quelles sont les transformations qu'on a pu apporter. Maintenant, pour le spectre du public, ici, ça c'est le segment qu'on a utilisé. Donc, en haut, on avait les métros culturels, c'est-à-dire qui n'avaient pas vraiment besoin de s'engager dans le programme parce que c'était déjà les personnes qui suivaient différents types d'expressions artistiques. Ensuite, au milieu, on a les personnes qui avaient un engagement moyen et tout en bas, ceux qui n'étaient pas du tout engagés par rapport au monde artistique. Voilà, la sensibilisation s'est faite à travers le développement d'activités avec et pour l'audience. Donc, on a travaillé sur l'accessibilité. Et l'idée, c'est que l'on peut présenter n'importe quel spectacle du moment que l'on est capable de donner l'accès aux personnes. Et quand on a développé le programme, on voulait comprendre aussi quels étaient les goûts des personnes, qu'est-ce qui représentait une expérience de qualité qu'est-ce qui allait les décider à acheter un billet et qu'est-ce qui allait les rappeler, les raccrocher une deuxième fois et voir qu'est-ce qui les intéressait en termes de valeur pour leur argent. Alors, je suis désolée pour les interruptions parce que c'est un petit peu instable. Mais... Donc ici, ça c'est un groupe focus pour la programmation, pour le marketing. Donc différentes personnes qui venaient de tous les milieux, qui ont développé leur propre connaissance, leur propre confiance et capacité de faire du benchmarking au niveau local et autres, et qui avaient différentes aspirations, ambitions. Donc la collecte de données, on voulait s'assurer que tout le monde comprenne pourquoi c'est important de recueillir des données et du feedback. Et on s'est rendu compte qu'en recueillant des informations par Internet, on avait une idée plus globale de la situation et on a également essayé de comprendre quels étaient les biais des données que l'on recueillait et on a essayé d'avoir une image aussi précise possible en recueillant des données de nature différente. Ça allait des photos, des vidéos et autres. On a également ce processus qui nous permettait de voir qui on souhaitait atteindre, dépendamment des activités. Donc, un engagement par activité. Et ça, c'est juste un exemple de la façon dont on a procédé. Et donc, on utilise les données pour faire davantage d'abord, faire davantage en termes d'activité, de présence dans différents endroits et utiliser les données avec et pour davantage de personnes, donc pour comprendre leur comportement et également pour le but, c'était de pouvoir partager nos connaissances au niveau local et national, et puis essayer de maximiser dans le fond notre impact dans l'utilisation des données.
Donc, on était à un événement où le président, par exemple, du conseil nous disait souvent, on a des personnes qui sont intéressées aux histoires, mais on aimerait voir ça également en chiffres. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre cela plus professionnel pour que l'on puisse, dans le fond, analyser les données et leur donner du sens? All this is brilliant, but we can't really lose sight of that it's actually for people. And I was going to show a video, but I Donc, je voulais vous montrer une vidéo, mais on manque peut-être de temps. Autrement, après, je pourrais vous montrer quelques autres illustrations du travail que l'on a réalisé. Je pense que ça serait une bonne chose parce que... Ah, je m'excuse. Est-ce que je vous ai interrompu? C'est bon. Donc, ce serait bon de voir la vidéo parce que je crois qu'une des choses particulièrement intéressantes de l'histoire d'Appetite, c'est l'utilisation des données de façon très ciblée. Et je crois que c'est particulièrement important de voir votre exemple pour comprendre comment est-ce que l'on a utilisé des données qualitatives, particulièrement importantes en termes qualitatifs. Et data that we attached to every household in Britain, actually, without that data set, I don't think it would have been as easy to make the case for the now 120 million pounds. Alors, on a réussi à obtenir des données qui nous ont permis de faire des gros investissements. Et donc, le fait d'avoir été en mesure de recueillir autant de données et de voir qu'il y avait des zones où l'engagement était plus bas nous a permis de prendre beaucoup plus de risques et de développer des programmes complètement différents. Donc, c'est tout à fait intéressant. Mais il y a également des exemples. Et je crois que Clyde va nous parler également de son initiative. Clyde, est-ce que vous pourriez vous présenter et partager votre parcours aussi? C'est particulièrement intéressant, effectivement, ce qui se passe à Toronto en ce moment. Alors, je suis président-directeur général de TO Live. Donc, on est basé à Toronto et je voulais reconnaître que TO Live est situé dans le territoire traditionnel des Mississauga et Crédit et des peuples Wendat également. Et maintenant, elle accueille diverses nations, Inuit et Métis. Et cette région est couverte par le traité 13 et il a été signé par plusieurs peuples Métis. Et j'aimerais maintenant vous partager un PowerPoint très rapide qui va vous illustrer un peu le travail que l'on fait. Alors, en tant qu'organisation, on a plus de 500 000 participants aux événements et ce que l'on fait, c'est aller chercher des données des sociodémographiques, comme on l'a entendu déjà, et des données postales aussi. On voit ici qu'on a différents engagements au niveau du web et au niveau des courriels, et on les utilise pour voir quel type de personnes participent aux événements. D'autre part, on gère une organisation qui est un peu une organisation parapluie. Donc, ce n'est pas une compagnie qui gère uniquement des concerts ou du théâtre ou différents types d'art, mais on est plutôt très multifacetté. Alors, on veut voir comment est-ce que l'on peut croiser les données et en tirer le maximum. Mais beaucoup est axé sur la technologie. Actuellement, on a une plateforme numérique articulée sur dans quatre directions et on veut s'assurer qu'à l'avenir, on puisse offrir une expérience, je sais qu'on en a parlé avant, une expérience dépendamment de la nature de l'expérience, mais la cibler.
Alors, comme tout le monde, on essaye d'augmenter nos revenus, donc s'assurer d'avoir aussi un retour sur l'investissement. Et parce que le retour sur l'investissement dans le monde artistique est bien sûr différent de simplement mesurer ce retour en termes numériques ou en termes financiers. Alors, on veut offrir d'autres expériences également au public et on veut s'assurer que dans ces différentes plateformes, on aille atteindre notre audience à tous les niveaux et surtout, on va avoir aussi un feedback de la part de notre public. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, les revenus, une plus grande visibilité comme marque, une plus grande efficacité. Ça pour dire que comme organisation qui est très vaste et qui fonctionne tout le long de l'année, qu'est-ce que ça veut dire les données pour nous? Et vous avez parlé avant de découvrabilité, qui est un terme très, très populaire, en tout cas ici au Canada. Et c'est bon de voir qu'on se comprend quand on parle de cela. Alors, quand on a plusieurs points, sources d'informations, on aime pouvoir les rassembler dans un seul espace et de voir comment les partager. Alors, qu'est-ce que ça représente du point de vue technologique? Qui détient les données? Comment est-ce qu'on les recueille, ces données, du point de vue technologique, maintenant et à l'avenir? Et de notre point de vue, ça voudrait dire aussi un plus grand alignement par rapport aux organisations de base pour nous assurer de pouvoir bâtir notre propre audience et notre propre relation. Donc, il faut qu'on commence maintenant pour s'assurer que notre engagement soit solide et soit pertinent. C'est très intéressant. Vous avez soulevé une question, et je pense qu'on l'a retrouvée un petit peu dans les témoignages de chacun, qu'on est entouré des données. On le sait, la question est de savoir comment est-ce qu'on utilise ces données-là pour créer un contexte qui ait du sens. Et je crois que vraiment, ça croise chacun de vos témoignages. Qu'est-ce que vous faites de ces données? C'est ça qui va être déterminant. Alors, c'est beaucoup plus facile de recueillir les données que de savoir les utiliser de façon pertinente. Clive, je voulais revenir à vous parce que je vois que c'est une grande entreprise que vous avez présentée, étant donné la diversité des sources. Alors, quelle est votre ambition? Quel est votre espoir? Qu'est-ce, une fois que ce sera bien installé, quels sont les comportements, les changements de comportement que vous attendez dans votre public? Alors, on parlait d'utiliser les données pour comprendre les biais. Et à cause de la multiplicité la diversité de notre audience, il faut voir comment est-ce que les données déjà sont biaisées à cause de la façon dont on les recueille. Alors, il faut faire très, très attention à ne pas suivre une seule source de données ou d'informations parce que ça risque de nous diriger uniquement dans une seule direction. Alors, ça, on le garde toujours à l'esprit. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. On veut d'éviter le biais. On veut s'assurer aussi que, étant donné qu'on est une grosse organisation, essayer de comprendre comment est-ce que l'on peut démocratiser et empower aussi les organisations plus petites de faire la même chose avec leur propre audience, de façon à ce que ce ne soit pas juste l'apanage des plus gros joueurs. Donc, on veut pouvoir appuyer les organisations plus petites et maximiser le partage de notre expérience avec d'autres. Donc, pour que toutes les organisations
organisations, même les plus petites, puissent promouvoir leur art. Et ensuite, il faut qu'on voit où est-ce que le numérique interagit, le point de rencontre entre numérique et l'art en tant que tel. C'est-à-dire comment est-ce que l'on amène ces différentes expériences qui sont un petit peu dans l'espace pour le moment, dans le virtuel à cause de la pandémie, mais voir comment en post-pandémie, on pourra utiliser le numérique autour de cela, pas juste pour le développement d'audience, les billetteries, mais également pour vraiment changer le comportement et aller au-delà de simplement la diffusion en temps réel, parce que là, on parle de quelque chose de plus durable. Et une fois que l'on aura centré cela, voir comment est-ce que l'on peut vraiment engager le monde artistique. Qu'est-ce que ça va représenter pour notre public, notre audience, et comment est-ce qu'on utilise toutes les données qu'on a recueillies jusqu'ici pour renforcer la loyauté et le membership. Alors, c'est très ambitieux. Et ce que vous venez de dire vient rejoindre d'autres questions. Je me demandais par rapport à Anna et les exemples qu'elle a présentés. Pouvez-vous nous parler du partage de données avec des plus petites organisations? C'est ça qui leur permet de trouver une niche. Et je crois que dans votre témoignage aussi, vous parlez un petit peu de cet aspect. Donc, de mieux comprendre ces parcours d'organisation plus petites pour sortir du mainstream. Yes, exactly. In fact, it was Tout à fait. En fait, c'est la façon dont on faisait les choses avant avec Facebook, par exemple, lorsqu'on planifie une campagne, au départ, on a l'opportunité vraiment de cibler notre marché, niche. Maintenant, c'est plus possible à cause de la crise actuelle et puis du fait que Facebook est en train de bloquer ce genre de ciblage. Et Facebook est le seul à savoir qui est l'audience, qui est le public. On ne peut pas avoir d'informations de ces plateformes-là. Donc, pour moi, la mutualisation, c'est aussi une façon de récupérer nos données, en quelque sorte. Donc, de reprendre le contrôle sur ces données, de mieux les comprendre, les analyser. Donc, être capable de les utiliser éthiquement pour, à des fins de notre économie locale. Et pour moi, ce n'est pas juste une question de culture, mais ça peut être également arrimé à d'autres industries comme le tourisme, les sports ou autres. Et donc, on peut arrimer effectivement ces expériences. Et ce que je dis souvent, c'est comme d'autres l'ont fait, comme Amazon l'a fait, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire pareil. Donc, dans l'illustration du début, on avait cette boîte. Essentiellement, ça montre ce qu'on peut faire avec les données et ce dont on parle, justement, c'est-à-dire qu'on peut l'élargir, l'étendre, cet engagement, en pré et en post, donc de façon signifiante. Et je crois que ça, c'est particulièrement important pour votre audience, toute cette élasticité. J'ai trouvé ça, l'illustration, très intéressante. Et je pense que c'est exactement ce que vous dites. Il s'agissait de comprendre jusqu'à quel point on pouvait l'étendre, cette bande. Alors, de notre côté, il fallait qu'on explore d'abord et qu'on explore cela au-delà, plus loin que la communication et le marketing. Donc, voir comment est-ce qu'on peut utiliser les programmes et comment est-ce qu'on peut mesurer cet impact. Parce que on discutait avant cette session-là et c'est un petit peu, on en discutait, c'était un petit peu le même répertoire que l'on utilisait pour les concerts traditionnels la veille, que ce soit le vendredi ou le samedi, mais on a décidé de le présenter différemment parce que c'est pas juste une question de contenu, parce que
c'est l'usager qui est roi dans ce sens-là. Donc, il faut repenser à l'usager roi. Et donc, essayer d'imaginer ce concert peut-être à une heure différente, un horaire différent, ce ne serait pas la même chose. Alors, ça nous amène à la question qu'avait soulevée Clyde. Si on dit qu'on utilise les données, et on doit faire attention être conscient du fait que ce ne soit pas biaisé. Alors, on se rend compte qu'il y a toujours une portion de biais qui fait partie de l'analyse des données. Mais on posait aussi une question importante sur les jeunes et les enfants, parce qu'on a des données nationales très claires, comme ça a été déjà présenté. On a des données solides en termes de public d'âge moyen, mais pour des raisons éthiques, pour des raisons de coût ou autres, on a moins d'informations sur le public plus jeune et même d'enfants. Et donc, ça pose quand même un problème. Est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Peut-être ça avait été abordé de votre côté. Vous le mentionnez que ça avait des conséquences majeures, le fait que ce soit sous-évalué. Michel disait, quel est notre point de vue sur le manque de données disponibles et de compréhension suffisante de l'information concernant l'engagement des très jeunes et des enfants? Et donc, ce manque de données reflète aussi le fait que les plus jeunes et les enfants sont moins représentés. Alors, de notre côté, le paramètre était pour les plus de 16 ans. Et je vais peut-être passer un petit peu à côté de la question, mais les données que l'on a utilisées étaient celles des recensements. Donc, ça se passait tous les 10 ans. Et donc, il y a beaucoup des gens desquels on parlait dans la collecte de données dans le passé étaient des enfants, mais ils étaient quand même 10 ans plus vieux que ce qu'on avait à l'idée comme public cible. Donc, d'une part, c'est intéressant parce que ça reflète aussi les limites ou les problèmes qu'on a eus pour recueillir les données il y a 10 ans. Mais je pense que pour nous, notre travail, d'autre part, n'est pas ciblé sur les enfants et les jeunes ou les jeunes enfants. C'est plutôt les familles. Donc, on cible les jeunes, mais uniquement ceux qui apparaissent dans notre radar parce que on cible leurs parents, dans le fond. Vous savez, c'est un point très intéressant parce que oui, il y a un gros public de jeunes et très jeunes. Et donc, vous pouvez avoir de l'information sur cette tranche de population pour s'assurer que les plus jeunes aient également une voix, ou en tout cas soient représentés lorsque l'on pense à la planification culturelle. Et ça, c'est un point particulièrement important, celui de défendre, dans le fond, ce segment des jeunes, des enfants et des plus jeunes. Tout à fait, en tant que père de trois enfants, de très jeunes enfants, quel est mon sentiment par rapport au manque de données? Le sentiment que j'ai, c'est que ça me convient. Ça me convient tout à fait. Ça, c'est mon premier sentiment, ma première réaction. Donc, il y a des données cumulées, il n'y a pas de données personnelles, ce qui est correct aussi, parce que c'est bon de laisser les enfants sans les embêter avec ça. Mais une question différente, c'est de voir comment est-ce qu'on peut leur donner la chance de participer aussi à une politique, à l'élaboration d'une politique pour eux. Ça, c'est une autre question. Mais c'est
moins une question de comportement parce que l'idée de l'engagement des enfants dans la créativité, en termes de créativité, ça va de soi, ils sont créatifs. Et donc peut-être l'engagement par rapport à la créativité, c'est une bonne piste, mais pas avec les organisations artistiques directement. Peut-être avec l'édifice là qui offre le contenu artistique. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises à partir des données, mais posons-nous la question, jusqu'à quel point ces données sont démocratiques et non biaisées. J'avais une autre question, je ne sais pas si vous utilisez le chat, mais vous devriez être en mesure de voir ces questions aussi. Une dernière question sur les données commercialisables et les algorithmes qui ne travaillent pas dans le sens de la démocratie. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ces algorithmes? Anna, what's your thinking on that? Anna, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas certaine d'avoir compris exactement la question. Je crois que ça... Ma réaction, on a besoin de personnes honnêtes là-dedans. J'inclus Clyde dans tout cela également parce que nos intentions sont pour le bien, mais il y a une réalité que toutes les données sont biaisées d'une certaine façon. Alors, je crois que c'est une question intéressante. Vous voulez dire le fait que les algorithmes sont biaisés? Oui, je crois que la culture où les algorithmes souvent ne sont pas faits pour le secteur de la culture. Lorsque vous allez à un concert comme un concert de jazz, par exemple, pour rester dans mes exemples, on ne veut pas simplement avoir l'information du festival de jazz. Dans le développement d'audience, de l'auditoire, on veut faire des recommandations qui ne sont pas si similaires à ce que la personne a fait. Et il y a donc des biais et on doit faire attention lorsqu'on utilise ces technologies parce qu'on ne peut pas fonctionner de la même façon que d'autres secteurs. Clyde, est-ce que vous voulez répondre à cela? Oui, one hopes. Alors, c'est très intéressant. C'est une excellente question. Je crois que si la question est en sens de profit pour les profits, je serais d'accord. Mais dans le monde, et en tant qu'une personne qui a travaillé surtout du côté des compagnies privées, ceux qui dirigent les entreprises en particulier où nous sommes, parce que nous sommes une agence dans la ville, sont la population de façon générale. Ce n'est pas nécessairement une valeur monétaire en tant que telle, mais le retour sur l'investissement est plutôt au niveau de l'impact culturel, de l'impact sur la communauté, de l'engagement du public, de l'expérience culturelle. Je vois Jem ici parce que je sais que Jem comprend exactement ce dont je parle parce que ça fait partie de ses recherches. Mais alors, si on le regarde d'un autre point de vue, on peut utiliser des modèles semblables. Il faut simplement s'assurer que les résultats et les retours sur investissement sont mesurés non seulement au niveau quantitatif, mais également qualitatif pour s'assurer qu'on a vraiment un retour. Je crois que c'est possible. Je suis d'accord que les modèles sont bâtis dans ce cadre
cadre à but lucratif, si on veut. Et aux États-Unis, en particulier, on a tendance à aller vers cela. Et je crois que beaucoup des modèles existants sortent des États-Unis. Alors, on a tendance à voir cela, mais je crois qu'il y a une possibilité de les utiliser pour le bien. Oui, je dis toujours que c'est un outil. On peut l'utiliser de façon plus positive ou pas. Alors qu'on avait commencé à penser au bien et vers le futur. Alors, on vient de recevoir un message pour dire que l'on doit terminer rapidement. Je comprends qu'on ne peut pas entrer dans toute la conversation sur cette expérience de la COVID et que les données sont absolument essentielles pour aller de l'avant, mais gardons cette conversation pour un autre jour. Il y a également des questions très intéressantes à savoir comment est-ce que l'on établit des systèmes en tant que petites organisations, etc. Je crois que nous aimerions tous répondre à ces questions. Et je crois que évidemment, on peut continuer à communiquer sur la plateforme. Alors, contactez les organisateurs dans le bar à solutions. Ils aimeraient bien avoir des idées de votre part. Alors, j'aurais bien aimé avoir plus de temps, mais bon, on a commencé la conversation. On aura d'autres opportunités de se contacter à travers de la plateforme. Alors, merci beaucoup à mes 4 panélistes. Merci beaucoup pour ces conversations. Et j'adore le fait que Clyde a terminé un peu avec un optimisme parce qu'on avait un contexte pour tout, la raison d'être des différentes choses et les données suivront donc. Et on pourra faire les bonnes choses pour les bons changements. Alors, je crois, on veut avoir votre opinion également sur cette session. Dans le chat, s'il vous plaît. Et continuez, il y a encore d'autres sessions qui s'en viennent. Vous allez tout trouver sur la plateforme. Merci beaucoup à nos panélistes. Ça a été merveilleux. Ça aurait été mieux dans un bar autour d'une bière, mais bon, merci beaucoup. Thank you.